Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, les traces laissées par le passage de la tempête Gabrielle. 3 départements sont toujours en vigilance orange. Circulation encore difficile dans le nord-est. Le point complet dans un instant. L'augmentation surprise des prix de plusieurs centaines de produits de grande consommation, c'est une conséquence de la loi alimentation qui entre en vigueur dans 2 jours. L'électricité, elle aussi, devrait bientôt augmenter de 6%. Hortense Villatte nous expliquera pourquoi. Le retour annoncé de 70 djihadistes français détenus en Syrie. Quel est leur degré de dangerosité? Vont-ils être jugés? Georges Brenier nous rejoindra avec des informations exclusives. Dans ce journal également, notre enquête sur les fabricants de boissons alcoolisées qui contournent la loi et séduisent les jeunes grâce à Internet. Enfin, nous irons à Naples sur les traces de la meilleure et de la plus ancienne pizza au monde. Vous comprendrez pourquoi cette merveille a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La tempête hivernale Gabrielle s'est donc éloignée progressivement vers l'Allemagne, mais son passage a bouleversé le quotidien de très nombreux Français. Météo France a relevé ce matin jusqu'à 12 cm de neige à Lille, 11 cm à Charleville-Mézières et jusqu'à 10 cm en région parisienne. Reportage Henri Dreyfus avec nos correspondants en région. Ils sont souvent les plus pénalisés lorsque la neige s'abat sur le pays. Ce matin, les chauffeurs routiers n'ont pas dérogé à la règle. À Angerville, sur cette nationale qui relie Orléans à Paris, interdiction a été faite à tous les camions de circuler. Résultat, des poids lourds bloqués par centaines et une exaspération certaine. Je comprends pas, ouais. Je sais que plus loin, il y a des grandes côtes, mais quand même, ils ont pensé que les saches-neige et tout, je comprends pas qu'ils nous débloquent pas. En moyenne, ces routiers ont perdu une demi-journée d'exploitation. Un peu plus à l'est, en Seine-et-Marne, les habitants avaient pris leur disposition pour tenter d'honorer leurs impératifs professionnels. Je prévois une petite demi-heure en plus quand même, hein. Voilà, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer sur la route. Mais faute de transport en commun, il fallait ce matin faire preuve de persévérance pour arriver à bon port. Oui, je vais y aller à pied, hein. Si le bus ne passe pas, il faut bien que j'aille travailler, hein. Là, il y a 35 minutes, 35 à 40 minutes à pied, ça dépend de la neige, ça dépend si je glisse ou pas. Gênante pour certains, la neige et les températures négatives peuvent avoir de graves conséquences pour les plus démunis. À Bagneux, la nuit dernière, les équipes de la Croix-Rouge ont œuvré pour convaincre les sans-domicile de se mettre à l'abri. Ça va, vous êtes bien au chaud là? Mais au vu des conditions exceptionnelles, certains se sont déjà réfugiés ailleurs pour se protéger. Il y a des escaliers, on va aller voir si elle n'est pas abritée. Si elle ne s'est pas abritée à cause de la pluie et de la neige. Plus poétique, les chutes de neige ont métamorphosé les jardins du château de Versailles. Plus à l'est, en Meurthe-et-Moselle, les habitants de Villerue, pourtant habitués aux épisodes neigeux intenses, semblaient ce matin ne plus savoir quelle route emprunter. Le tracteur pour déneiger passait déjà 2 fois. Et il y en a partout en fait, hein. C'est compliqué. Hein. Malgré le redout, les équipes départementales craignent les heures à venir. Et déjà la nuit, il y a moins d'usagers, donc le sel il est moins actif quand les voitures ne circulent pas. Et le côté froid, pas que ce qui reste en bouillasse de neige avec le sel, ça gèle et puis que ça fasse des verglas. Voilà pourquoi demain, une dizaine de départements seront encore privés de transport scolaire. Ce soir, 3 départements ont été maintenus en vigilance orange. L'Aveyron est en alerte neige et verglas. Des risques très importants d'avalanche sont également à prévoir dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Mais c'est dans le nord du pays que les perturbations ont été les plus importantes. Ce matin, dans la région de Lille, les transports scolaires ont été suspendus une grande partie de la journée. Reportage Marie Fortunato et Jimmy Hitchen. En fin de journée, seuls les champs aux alentours de l'autoroute sont encore recouverts de neige dans le nord. Moi j'ai commencé à 7h, donc c'était bien gelé, donc ça glissait pas mal, mais là ça va mieux. Ça circule beaucoup mieux, oui. La circulation est même étonnamment fluide. Les nordistes ont pris leurs précautions. Par rapport à l'autre événement de neige, il y avait au moins seulement un quart des gens, j'ai l'impression, sur la route. À mon avis, il y en a beaucoup qui sont restés chez eux. 10 cm de neige sont tombés dans la nuit. Malgré le passage des déneigeuses, les automobilistes ont été ralentis par quelques accrochages et une chaussée parfois glissante. On a déjà pris 1 heure de retard, là. On a quand même une grosse tournée aujourd'hui, mais bon, c'était prévisible, hein, on va faire avec. Hein.
Le trafic ferroviaire était très perturbé. De nombreux trains, en panne, ont retardé les voyageurs qui se rendaient au travail. Et là, ça a été écrit 15 minutes de retard, puis attente indéterminée, puis supprimé. Les transports scolaires sont suspendus dans la région. À Guise, dans l'Aisne, les 3/4 des collégiens se rendent à l'école en bus. L'établissement est resté presque désert. Au fil de la journée, les parcs se sont remplis de bonhommes de neige et de luges. Ce soir, il faut être vigilant sur les routes des Hauts-de-France. Les faibles températures vont favoriser le verglas. Conséquence de ces chutes de neige, 5000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir, notamment dans l'Oise. Toute la journée, les techniciens de RDF ont multiplié les interventions. Reportage Marine Brossard et Irina Fourny. Non, ça ne devrait pas tarder d'après ce qu'ils ont dit. Il l'attend impatiemment. Depuis minuit, ce Picard n'a plus d'électricité. J'ai pas de gaz, hein, c'est tout électrique. Et c'est vrai que quand il arrive une coupure comme ça, c'est embêtant. Et il n'est pas le seul. Après le passage de Gabriel, et ça sera rétabli à peu près vers quelle heure? Dans la région, 15 000 foyers étaient privés de courant. Ça commence à être long. Là, on n'a pas de chauffage. Les pièces sont froides. J'ai pas d'eau chaude parce que je marche au fioul. Comme j'ai pas d'électricité, donc le congélateur il est arrêté. Il n'y a plus rien qui fonctionne. La lumière n'est pas allumée. Le frigo, la même chose. Toute la journée, les équipes ont multiplié les interventions. 200 en Picardie aujourd'hui. Avec le poids de la neige, le fil a lâché. C'est une journée qui commence tôt, qui finit tard. Après, on est là pour ça. Certaines interventions ont nécessité des moyens inédits dans le département. Ici, une panne affecte toute une zone industrielle. Des dizaines d'entreprises sont paralysées. C'est un drone qui va permettre d'identifier l'endroit où le câble est rompu. Alors je confirme, on a un arbre qui est tombé sur la ligne. Donc voilà l'origine de la panne. Donc là maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le compte rendu à mes collègues pour qu'ils puissent intervenir dans les plus brefs délais. Ce soir, 1000 foyers sont toujours privés de courant dans la région, mais ils devraient être rétablis dans la soirée. Personne ou presque ne l'avait vu venir. Et pourtant, après-demain, vendredi 1er février, les prix de centaines de produits de consommation courante vont augmenter en moyenne de 6%. C'est l'une des conséquences de la loi alimentation adoptée en octobre dernier. Le but, en théorie, est de mieux rémunérer les agriculteurs. Tous les détails avec Justine Corbillon et Denis Cadeau. Voilà un produit dont Jean-Paul ne peut pas se passer. Il ne l'achète pas pour lui. On prend les plus gros, hein. Mais pour ses 3 enfants. Oui. Et ça aussi, ça va augmenter? Alors c'est la douche froide quand il apprend que ça va coûter plus cher. Très inquiet parce que mon pouvoir d'achat n'augmente pas, mais les prix augmentent. Et pas seulement de quelques centimes. Dès après-demain, cette pâte à tartiner sera dans certaines enseignes 8,4% plus chère. Autre exemple avec ce camembert, plus 8,6%. Ou encore ces céréales, plus 9,3%. Alors pourquoi de telles hausses? Tout vient de la loi alimentation votée l'an dernier. Elle interdit désormais à la grande distribution de vendre à prix coûtant tous ces produits de grande marque. Et elle incite les distributeurs à mieux rémunérer les agriculteurs. Ce ne serait pas à nous de payer pour les agriculteurs. Si c'est pour les agriculteurs, on est obligé d'accepter, je pense. Michel-Édouard Leclerc milite depuis le début contre la loi. Pour lui, les clients risquent de s'enfuir, alors il a imaginé plusieurs mécanismes pour les retenir. Si on est obligé d'augmenter, on augmentera, mais on compensera en baissant les produits de marques de distributeurs, les marques repères, en mettant des systèmes de remise, de rabais, même sur tous les articles qui vont augmenter un peu, je pense que les consommateurs n'y perdront pas. Le gouvernement a en tout cas promis des contrôles pour s'assurer que la loi serait bien respectée au profit des agriculteurs comme des consommateurs. Cette loi alimentation concerne aussi les produits agricoles, on l'a vu il y a un instant. Des négociations sont en cours entre les industriels, les distributeurs et les agriculteurs. De nombreux éleveurs parviennent à peine à vivre de leur métier. Vont-ils enfin être correctement rémunérés? Des solutions existent. Reportage en Bretagne et en région parisienne, Hélène Grégoire et Éric Béra. Des prix trop bas qui écrasent l'agriculture. Une guerre des prix entre les grandes marques et les magasins dont ils sont les victimes. Depuis des années, la grande distribution est la responsable désignée par des éleveurs qui ne vivent plus de leur métier. Dans la cour de cette ferme du Loiret, une rencontre rarissime. Des agriculteurs reçoivent le patron de Lidl et un industriel du lait.
Même organisé pour notre caméra, cela aurait été impensable il y a encore quelques années. Car dans ce secteur, le dialogue est assez inhabituel. Mais quelque chose a changé. Nous, distributeurs, on se tapait dessus avec les industriels, mais ça, limite, on peut continuer. Par contre, à l'époque, les industriels jetaient les miettes aux éleveurs. Donc l'éleveur était la variable d'ajustement de notre discussion entre distributeurs et industriels. Pour 10% des 240 millions de briques de lait vendues dans ces magasins, un accord a été signé entre la laiterie industrielle, le distributeur et les agriculteurs. Pour 1 litre, l'éleveur touchait 33 centimes, ce sera désormais 37. Chaque mois, il peut ainsi espérer environ 250 € de plus. Avec ces nouveaux accords-là, on est sûr de ne plus produire à perte. Et ça, c'est quand même une révolution. Ça, c'est une vraie révolution. Et ça, je vous dis franchement, ça donne le sourire aujourd'hui et ça permet d'envisager le métier d'une façon plus sereine. Le prix du lait se calcule dans ce cas à partir de ce qu'il coûte à produire. C'est exactement ce que leur demande la nouvelle loi. Depuis quelques semaines, ce type d'accord se multiplie entre Leclerc et Danone, Intermarché, Ebel ou Yoplait. Mais pourquoi soudainement un meilleur prix pour les agriculteurs? Qui va payer? Supermarchés et industriels changent-ils leurs pratiques seulement contraints par la loi et surveillés par les ministres? Ou l'état d'esprit a-t-il changé? Nous avons posé ces questions au président du 2e plus grand groupe du lait français. Les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher leur lait, à condition que finalement l'argent qu'ils mettent dans ce produit aille jusqu'au producteur. Ce sont donc les clients qui risquent de payer leurs bonnes intentions, même si certains distributeurs et fabricants vont réduire leur marge sur ces produits. Mais est-ce que cela va réellement suffire à changer la donne pour les agriculteurs? C'est un prix qui nous permet de nous payer un SMIC, voire un peu plus, mais certainement pas de considérer l'avenir avec dynamisme et sérénité. Car en 10 ans, la France a déjà perdu 20 000 éleveurs laitiers. Et ces accords ne signifient pas la fin de la crise, car ils ne concernent que 2% du lait produit en France. Il faut vraiment considérer que ces accords sont une avancée pour une catégorie de produits bien spécifique, les produits à marque, vendus dans la grande distribution. Et pour tout le reste, ça n'a encore aucun effet. Car pour tout le reste, l'agriculteur est payé selon le cours du marché, souvent en dessous du coût de production. Insuffisant donc pour un salaire décent. Parlons à présent d'un autre poste de dépense très important, l'électricité. L'autorité indépendante qui régule les prix recommande une hausse de 6% applicable dans les prochaines semaines. Cela concerne 29 millions d'abonnés, particuliers et professionnels. Bonsoir Hortense Villatte. Bonsoir Gilles. D'abord, dites-nous combien les Français dépensent en moyenne pour se chauffer, pour cuisiner à l'électricité. Votre facture, elle varie en fonction de la taille de votre logement ou encore du type de chauffage utilisé. Mais quoi qu'il en soit, cette facture, elle semble toujours trop élevée pour les Français que nous avons interrogés. Écoutez. Ça nous représente 150 € par mois et donc 10% de budget mensuel. Je le trouve beaucoup trop cher, surtout par rapport au gaz, parce que c'est quasiment le double. Et ça ne s'explique pas. En 2018, les Français ont déboursé en moyenne 1 400 € pour s'éclairer et se chauffer. Avec cette nouvelle hausse envisagée de 6%, la facture pourrait s'élever à 1 484 € en moyenne. En fait, Gilles, les fournisseurs achètent de l'électricité sur des marchés de gros où les prix ne cessent d'augmenter et ils sont ensuite contraints par la loi de répercuter cette hausse sur les tarifs réglementés. Est-ce que le gouvernement peut empêcher ou limiter cette hausse comme il l'a fait, on l'a vu, notamment sous la pression des Gilets jaunes, comme il l'a fait récemment avec les carburants? Alors oui, en jouant sur les taxes, elles représentent tout de même 30% de la facture. Alors on pourrait baisser la TVA ou encore baisser la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Sauf que Gilles, elle a tout de même rapporté près de 8 milliards d'euros à l'État l'an dernier. Difficile donc d'imaginer qu'il puisse la laisser filer. Merci beaucoup Hortense pour cette comptabilité qui nous intéresse tous. Ces questions liées au pouvoir d'achat auraient dû être évoquées lors d'un débat public qui devait être organisé demain autour d'Emmanuel Macron, sans doute en région parisienne. Cette rencontre a finalement été reportée à une date ultérieure. Le grand débat, exercice difficile, c'est le thème de l'émission d'Hélène Lecomte ce soir sur LCI. Rendez-vous à 20h50, canal 26. L'actualité à l'étranger, dominée par la situation au Venezuela. Un grand rassemblement a lieu en ce moment même dans la capitale, Caracas.
Le principal opposant au régime, Juan Guaidó, participe à la manifestation. Ses partisans, réunis par milliers, réclament la destitution du président Nicolás Maduro, incarnation de la dérive dictatoriale du régime et responsable du naufrage de l'économie. La répression des derniers jours a fait au moins 40 morts et 850 blessés. Nastasia Hoffman et Romain Reverdis sont nos envoyés spéciaux. Ils se rassemblent au cri de liberté. Des slogans écrits à la va-vite sur des cartons, des feuilles. À Caracas, beaucoup profitent de leur pause déjeuner pour descendre crier leur colère contre le gouvernement en place. C'est pour la liberté du Venezuela, pour le futur de mes enfants, on doit protester. On n'en peut plus, je ne dis pas ça pour moi, je parle au nom de tous les citoyens vénézuéliens, pour notre peuple, ça suffit. Nourriture, médicaments, les Vénézuéliens manquent de tout. Dans ce quartier populaire, le gaz n'avait pas été livré depuis 2 mois. On doit faire la queue pour acheter du gaz, du papier toilette, du beurre. Pour tout, on attend. On attend, on attend. On n'avait jamais vécu ça avant. Maria Alejandra habite ici depuis toujours. Elle gagne le salaire minimum mensuel, 6 €, à peine de quoi acheter 1 kilo de viande. Cette retraitée de la police a perdu 15 kilos depuis le début de la crise économique. Et voilà, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Pour cette opposante de Nicolás Maduro, il n'y a qu'un seul président au Venezuela aujourd'hui. Pour moi, l'élu est celui qu'attendaient tous les Vénézuéliens, c'est Juan Guaidó. Sa mère a vécu les mêmes choses que nous, son père est taxi. Il vient d'en bas, il nous ressemble. Dans ce quartier pourtant, certains soutiennent toujours le régime socialiste. Le Venezuela est plus que jamais divisé entre opposants et partisans de Nicolás Maduro. Guaidó n'a pas été élu, il s'est autoproclamé tout seul. Si notre président Nicolás Maduro ne vous plaît pas, il fallait voter contre lui. Mais tu sais bien que les élections sont truquées. Alors que les rassemblements se poursuivent ici dans les rues de Caracas, Nicolás Maduro a rejeté il y a quelques heures l'ultimatum de l'Union européenne. Il n'organisera pas d'élection présidentielle avant la fin de son mandat en 2025, mais il se dit prêt à discuter avec l'opposition. L'actualité en France, c'est aussi cette fusillade qui a fait au moins 1 mort et 6 blessés cet après-midi à Bastia, en Corse. Un homme d'une 60aine d'années a ouvert le feu dans la rue de la ville avant de se retrancher dans son appartement. La piste terroriste est a priori écartée, celle du banditisme également. L'auteur des coups de feu est déjà connu de la justice. Pour des antécédents de violence, des unités de la BRI sont actuellement déployées sur place. Ils sont plusieurs dizaines, ils sont ressortissants français et sont partis il y a plusieurs années combattre aux côtés de Daesh en Irak ou en Syrie. Certains ont même participé à la préparation d'attentats commis en France. Ces djihadistes vont sans doute revenir bientôt dans notre pays. Ils sont aujourd'hui détenus dans des camps contrôlés par l'armée kurde. Mais le départ des Américains de Syrie ravive les craintes de les voir disparaître dans la nature, car ils n'auront plus de geôliers. Bonsoir Georges Brenier. Bonsoir Gilles. Qui sont ces ressortissants français et quel est leur profil exact? En tout cas, dès qu'on regarde de près leur profil, on comprend mieux pourquoi les autorités françaises sont si inquiètes. D'après nos informations, ils sont en ce moment 76 précisément membres français de Daesh sous les verrous. La plupart sont dans des prisons kurdes, aux mains de forces kurdes bien fragiles en Syrie. Parmi eux, il y a une petite moitié de femmes. La plupart sont d'ailleurs des convertis. Certaines sont si radicalisées qu'elles ont délaissé Daesh au profit de groupes encore plus violents. Côté hommes, les enfants de cœur sont eux aussi introuvables. Un exemple concret, Brahim M, 32 ans, connu comme membre de la terrifiante police islamique, formateur de combattants et en prime ami très proche d'un des tueurs du Bataclan. Je pourrais aussi vous parler de ces artificiers, de ces candidats kamikazes ou de ces soi-disant juristes qui passaient leur journée à condamner à mort. C'est donc une course contre la montre qui est engagée pour faire revenir et incarcérer au plus vite ici en France ces djihadistes, car leur possible évasion de Syrie serait une catastrophe et un danger évidemment bien réel. Merci beaucoup Georges pour ces informations. L'enquête sur la disparition de l'avion qui transportait le footballeur argentin du FC Nantes, Emiliano Sala, des débris ont été retrouvés sur une plage du Cotentin. Selon les autorités britanniques, ils proviennent vraisemblablement de l'appareil. Jean-Pierre Ferret, Guillaume Torel et Nick Ressman.
C'est en se promenant sur la plage samedi après-midi que cette habitante de Surtainville a fait une curieuse découverte. En revenant de ma petite balade d'1 heure, j'ai vu quelque chose de gris, carré, qui flottait, qui arrivait avec les vagues. Je me suis approchée dans l'eau et j'ai vu que ce n'était pas du tout un container, et c'était un dossier de siège d'avion. Très vite, elle fait le rapprochement avec la disparition, moins d'1 semaine plus tôt, de l'avion d'Emiliano Sala au-dessus de Guernesey, situé à moins de 50 km. Elle porte alors sa découverte à la gendarmerie qui transmet les coussins aux autorités britanniques en charge de l'enquête. La police anglaise a donc décidé d'entreprendre de nouvelles recherches. Un navire équipé d'un sonar sous-marin comparable à celui-ci devrait quadriller une zone de 13 km² le week-end prochain. Cet appareil à résonance magnétique devrait permettre de retrouver l'épave. Des recherches financées par les autorités britanniques, mais également par une collecte organisée par la famille d'Emiliano Sala. Tout ce que je veux, c'est qu'on retrouve mon frère et le pilote. Depuis lundi, plus de 369 000 € ont été récoltés, dont de supporters mais aussi de stars, comme Kylian Mbappé. Peu connu du grand public, la disparition d'Emiliano Sala a bouleversé le monde du football, et notamment à Nantes, où l'attaquant argentin a passé 3 ans et demi. Ce soir, à l'occasion d'un match face à Saint-Étienne, les supporters lui rendent hommage. C'est un chiffre inquiétant. Il concerne la consommation d'alcool. Un adolescent français sur 2 déclare avoir été ivre au moins une fois dans le mois qui précède. Depuis près de 30 ans, la loi E20 protège en principe les mineurs. La promotion de boissons alcoolisées est interdite à la télévision et au cinéma, mais certains industriels ont trouvé des failles dans la législation. Confirmation avec cette passionnante enquête de Marie Croxel, Éric Josset et Guillaume Aguerre. C'est le réseau social préféré des 16-24 ans et voici le type de clichés qui y fleurissent. Jeunes hommes bière à la main dans un décor de rêve, jeunes filles jamais loin d'un verre d'alcool, des photos a priori inoffensives, mais sont-elles contraires à la loi E20, une loi très restrictive dans les médias traditionnels, mais plus facile à contourner sur les réseaux sociaux. Bonjour. Soraya, alias Coraya pour ses 15 000 fans, a fait partie de ces blogueuses contactées par les marques d'alcool pour mettre en avant leurs produits. C'est sa communauté, les jeunes qui la suivent sur les réseaux, qui intéressent les alcooliers. Sur ce mail, envoyé par une marque de champagne, on lui propose une nuit dans un hôtel de luxe ou une journée dans un spa. Offre acceptée. A priori, la marque ne lui demande en retour aucune publicité, pas de contrat. Tout est tacite, les alcooliers savent qu'il y aura un retour. Le flou qui entoure ce secteur pour le moment et qui est en train de se professionnaliser fait qu'effectivement, quand une marque sollicite un influenceur, l'influenceur se sent tenu de produire du contenu autour de la marque. On ne va pas se mentir, c'est la réalité. C'est un renvoi d'ascenseur. C'est un renvoi d'ascenseur. Et collaborer avec les alcooliers reste tabou. Soraya semble avoir oublié certains de ses anciens clichés. Je refuse totalement une photo de moi vers la main. Non. Je tiens pas. Mais une bouteille à côté, oui. L'embarras est manifeste. Traquer les publications contraires à la loi E20, c'est précisément la mission de ces jeunes bénévoles. Ah ouais, donc là on a un mec beau gosse avec une bouteille. Avec une bouteille, bon, sur une plage, pas lié. On n'a pas de mention légale et on ne sait pas trop si ça a un partenariat ou pas. Un exemple type de ce qui circule sur les réseaux et que prohibe la loi E20. Ce sont des cibles qui sont très jeunes, parfois mineurs. On utilise des mineurs pour s'adresser à celles-ci. On oublie les mentions légales. On ne dit pas que c'est de la publicité. On associe à ces produits tout un environnement jeune, féminin, glamour, festif. Et ça, c'est strictement interdit par la loi. Récemment, une marque de bière a fait poser des mineurs avec ses produits. Le brasseur incriminé rejette la faute sur son agence de publicité et regrette que des jeunes aient été ciblés. Un public qui n'aurait pas dû être touché ou même approché, nous a-t-il répondu. Une plainte devrait être bientôt déposée par une association de santé à l'encontre de ce brasseur. Fréquemment dans ce journal, nous vous parlons de ces artisans et créateurs qui contribuent au rayonnement de la France dans le monde. Parmi eux, les professionnels de la lingerie, les marques tricolores sont prisées par les femmes du monde entier. Regardez notre enquête grand format, elle est signée Garance Pardigon et Alexandre Gaudin. C'est une industrie érigée au rang de patrimoine.
Au même titre que la Tour Eiffel, la lingerie française attire les étrangers du monde entier. Elle leur a fait dépenser plus d'1 milliard d'euros l'année dernière. Lisa Charmel, Lojabi. C'est vraiment très sexy. Simone Perel, Chantel, of course. Personne ne fait de la lingerie aussi bien que les Français. Chantal Thomas, oh my God. Ce patrimoine est-il toujours fabriqué en France? Que reste-t-il de cette tradition française? Nous sommes chez l'une des marques les plus prestigieuses. Elle n'a plus que ce centre de recherche et développement en France. Ça donne pas le même effet tatou, mais un tulle cher et là c'est un tulle. Les stylistes commencent par choisir les tissus. Pas de préférence nationale, c'est un fournisseur européen qui a été sélectionné pour la qualité de son travail. On est sur une broderie qui donc vient de Suisse. Elle a la particularité d'être extrêmement fine. Elle a aussi l'avantage d'être abordable. Les stylistes ont un budget à ne pas dépasser. Une fois le modèle validé, il doit être testé pour toutes les tailles de poitrine. Les options qu'on est en train d'imaginer. Des prototypes fabriqués sur place par des couturières spécialisées. La main humaine est encore très présente en corsetterie. Autant dans la chemiserie, on en a un peu moins, mais dans la corsetterie, on a toujours besoin des petites mains magnifiques qui sachent faire toutes les opérations. Vous ne verrez pas ces petites mains dans cet atelier. Toute la production se fait en Tunisie. 300 couturières y travaillent contre une poignée en France. Délocaliser la production à l'étranger, les grandes enseignes ont fait ce choix dans les années 90. Mais alors, y a-t-il encore des marques qui fabriquent de la lingerie en France? Nous sommes dans la Vienne. On crée, on fabrique et on vend. Le pari du 100% Made in France, c'est un combat de tous les jours dans cette entreprise. Placée en redressement judiciaire, tout juste sauvée par un repreneur. En achetant de la matière en France, on peut arriver à produire. Ce qui coûte très cher, c'est la main-d'œuvre. Les couturières sont payées au SMIC depuis 8 ans. La main-d'œuvre, c'est déjà plus de la moitié du coût de revient d'un soutien-gorge. Ça vous coûterait combien de le fabriquer à l'étranger? Un soutien-gorge comme ça, fabriqué en Tunisie, non? C'est ce que vous voulez me dire? Moi, je pense que pour 15 € je pourrais l'avoir. C'est 5 fois moins cher de fabriquer en Tunisie qu'en France. Pour ces soutiens-gorge entièrement fabriqués en France, il faut compter en moyenne 90 €. Nous sommes allés comparer les prix des articles vendus par les grandes marques en magasin. Aucune différence sur les étiquettes, alors que les modèles sont tous produits à l'étranger. Comment expliquer ces tarifs? Pourquoi ces marques vendent-elles les soutiens-gorge au même prix que ceux Made in France? Vous payez les recherches de frais de conception qui sont pour la plupart, c'est vrai, réalisées en France. Vous payez également la main-d'œuvre à l'étranger et vous payez souvent de 40 à 50% la marque et la marge de ces entreprises. Les marques jouent sur le Made in France pour gonfler les marges. Elles entretiennent le flou sur les étiquettes. Une pratique légale, la loi n'oblige pas les fabricants à afficher la provenance de leurs produits. Après le savoir-faire hexagonal, place aux spécialités italiennes. Vous ne le savez peut-être pas, mais les Français dévorent chaque année 800 millions de pizzas. La plus célèbre, la meilleure et la plus ancienne est bien sûr napolitaine. Sa recette est très bien gardée. Mathieu Perrault et Philippe Véron ont réussi à percer le secret. Au pied du Vésuve, Naples. Bienvenue dans la ville de la pizza. On la trouve partout. Dans les magasins de souvenirs, dans la rue. On s'assoit pour la manger. On la savoure debout, à la volée, pliée en portefeuille. C'est un vrai régal, je la conseille à tout le monde. 1,50 € et avec ça, t'as déjeuné. Un plat populaire qui fait la fierté des Napolitains et les affaires de quelques-uns. La ville compte 1500 pizzerias qui prétendent toutes servir la vraie pizza. Nous avons rendez-vous à la Pizzeria Brandi. C'est là qu'il y a 130 ans aurait été inventée la pizza margarita. On va aller voir à quoi ça ressemble. Oh, bienvenue chez Brandi. C'est la plus ancienne pizzeria du monde. Bien. Voici nos pizzaiolos. Ils préparent des pizzas margarita. Le secret, c'est avant tout que le pizzaiolo doit connaître son art. Mais bien sûr, il y a aussi les matières premières. De la bonne farine, les tomates pelées de San Marzano,
La mozzarella qui vient des montagnes, juste au-dessus de Naples. Et un peu de basilic, pour une pizza verte, blanche et rouge, aux couleurs du drapeau italien. Une création d'un pizzaiolo, Raphaël Esposito, pour la reine Marguerite de Savoie, alors en vacances dans la région. Et la pizza margherita est née. Une star pour laquelle on se presse tous les soirs à Naples, devant les meilleures pizzerias de la ville. Même en hiver, certains sont prêts à attendre 1 heure à l'extérieur. La pizza, il n'y a que ça qu'on attend. La pizza, la pizza. L'art du pizzaiolo napolitain est entré au patrimoine de l'UNESCO il y a un peu plus d'1 an. Et il s'enseigne dans les écoles de la ville. On y apprend les secrets d'une pâte légère préparée la veille, mais aussi chacun des gestes précis d'une fabrication et d'une cuisson à la seconde près. Bravo, bravo. Avec l'huile, tu dois faire un 6. La pizza doit être croquante sur les bords et tendre au milieu. La cuisson de la pizza, c'est entre 70 et 90 secondes. On parle de 90 secondes de magie. C'est clair? Ici, 9 jours de formation coûtent 1 700 €. Mais le diplôme offrirait du travail partout dans le monde. Voilà pourquoi de plus en plus d'étrangers s'y inscrivent chaque année. Lui vient du Brésil, lui de Colombie. L'autre là est napolitain et celui-là est irlandais. Le label Véritable Pizza Napolitaine est un gage de succès aux 4 coins de la planète. Mais pour qu'une pizzeria l'obtienne, elle doit d'abord envoyer un dossier très complet au siège de l'association présidée par cet homme depuis 35 ans. Pour la presse et pour l'opinion publique, notre label, c'est un peu comme l'étoile Michelin de la pizza. Il n'y en a que 765 dans le monde. Mais le numéro 1, c'est moi. La vraie pizza napolitaine peut faire la fortune de certains. Gino Sorbillo en est le meilleur exemple. Il est à la tête de 11 pizzerias, dont une à New York. Un millionnaire qui retourne volontiers en cuisine. On est comme un équipage de bateau. On lève les voiles ensemble, en quelque sorte. C'est une équipe rodée, composée de garçons napolitains. En 1 heure, on arrive à faire 250, 300 pizzas. Ça dépend des moments. Son restaurant du centre de Naples ne désemplit pas. 1000 couverts par jour. Un succès qui tient à la qualité des pizzas, mais aussi à leur prix. Comptez 4 € pour une margherita que vous n'oublierez pas. Si je résiste à l'appel de la pizza, je vous retrouve dans un instant pour votre mag et pour la météo d'Evelyne, d'Elia. Vous allez faire connaissance d'un couple heureux parent de quadruplés. En 1 an, ils ont acquis un sens de l'organisation infaillible. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.